أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Aujourd'hui, nous sommes à Studio Linen, donc un nouveau lieu qui vient d'ouvrir à Sharqa, un lieu super en fait, ouvert pour la créativité, pour les entrepreneurs, ceux qui veulent faire des sessions de photographie ou d'interviews, podcasts, ou organiser des événements. Des flash sales. Voilà, c'est un lieu ouvert à tout le monde. Et Inch'Allah, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo sur ce lieu. Aujourd'hui, nous sommes avec Mounib. Barakallahu fik. Salam alaikum Mounib. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, j'aime beaucoup ton prénom. C'est pas un nom commun. C'est un nom, machallah, j'aime beaucoup, machallah. Barakallahu fik. Machallah. Donc, Mounib, tu t'es installé récemment aux Émirats, particulièrement à Sharqa. Exactement. Alhamdulillah. Et voilà, dans cette vidéo, on va parler de ton expertise dans le domaine des ads, et notamment de ton agence, et l'histoire, en fait, autour de ça, comment t'as forgé, ou tu t'es forgé, ou t'as construit, cette entreprise, en fait, avec laquelle, bifadlillah, t'as travaillé avec des gros clients aujourd'hui, alhamdulillah. Et là, t'ouvres un peu plus, vers, les entrepreneurs, la communauté, pour former des gens dans ton domaine et éventuellement pour les faire travailler avec toi. Exactement. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une information capitale à vous partager, masha'Allah, et ça va être dévoilé qu'à la fin de la vidéo. Une information très, très importante pour ceux qui veulent s'installer. Inch'Allah. Donc, Mounib, tu viens de quelle région? Tu viens de la France, comme tous ceux qui sont venus sur la chaîne, de manière générale? De base, je suis d'Île-de-France, de Paris 18e pour être exact. D'accord. Et après le mariage oblige, je suis parti à Argenteuil, dans le quartier Les Coteaux, pavillonnaire, zone tranquille. D'accord. donc voilà. Et Argenteuil, c'est la banlieue? Exactement, c'est la banlieue parisienne. D'accord. Okay, il me semble que c'est la ville où il y a le plus de musulmans, me semble-t-il. Argenteuil, machallah. Une très grande mosquée, elle est extrêmement connue. C'est vrai que la ville, moi je suis pas parisien, mais voilà, Argenteuil, c'est assez connu. C'était vraiment bien. J'ai troqué contre les klaxons le trafic de Paris, contre le calme d'Argenteuil, et ça, vraiment, j'étais complètement satisfait. Et surtout que je l'ai fait. Non. Quelques mois avant le Covid. Oh, ok. T'as déménagé quelques mois avant le Covid. J'ai quitté Paris pour, mais en fait, c'est parce que tu t'es dit, bon, je suis posé, maintenant je suis marié, il faut que j'habite dans un endroit un peu plus calme et tout ça, ça? En fait, c'était, vu que moi j'habitais avec mes parents, on a vraiment, nous, vivons en famille. Du coup, moi, je vis avec mon frère, sa femme, mes parents mes parents également. Donc, j'avais le choix. C'était soit on restait à Paris, on prenait un appartement à côté, du coup, on se séparait. Soit on prenait une grande maison ensemble pour vivre comme au pays, quoi. Ouais, parce que toi, t'es d'origine pakistanaise. Exactement. La culture pakistanaise, elle est assez forte au niveau famille. Exactement. De toute façon, en fait, à mon avis, c'est pas uniquement au Pakistan, c'est tout le monde qui avait cette culture-là, mais qui se perd avec le temps. C'est vrai qu'elle se perd, parce qu'en Afrique, on a cette culture-là aussi. On vit tous dans des maisons. En Afrique, on vit dans une grande maison avec plusieurs compartiments, plusieurs familles, les plusieurs générations et tout ça. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti à Argenteuil. Du coup, on était dans une grande maison, mais avec tout le monde, avec mes enfants, les enfants de mon frère et mes parents, et voilà. Machallah, de ça permet de garder justement la connexion, Silat al-Rahim, et tout ce qui est autour de le fait d'être connecté avec sa famille. Parce que maintenant, ça se perd, les gens, tu sais, quand les gens se marient, tout le monde, en réalité, en général, on a vu dans les familles que, tu vois, les familles, elles sont un peu éclatées, parce que un tel s'est marié, il est parti habiter dans tel pays. Un tel s'est marié, il est parti habiter là. Et en fait, les parents se retrouvent au final un peu seuls, tu vois. En fait, il y a beaucoup de bienfaits, mais il y a également des choses sur lesquelles, en fait, faut vraiment faire attention. C'est que dans le sens que, il y a beaucoup de bienfaits. Ouais, et après, t'as d'autres côtés qui font que dans une maison, quand il y a 3 chefs de famille, c'est compliqué également aussi. C'est sûr quand t'as 3. 3 chefs de famille, c'est ça. Et après,
avoir un focus vraiment sur les enfants pour que les enfants aient un cadre de travail. C'est beaucoup plus compliqué quand il y a une grande famille. Bien sûr. Et c'est simplement ces petits côtés-là, mais sinon d'un point de vue vie sociale, d'un point de vue facilité, par exemple quand moi je sortais, j'avais pas besoin de faire appel à une nounou. J'avais mes parents, j'avais mon frère, j'avais ma belle-sœur. Voilà. Donc, ce qui faisait que ça, ils apprennent de moi, ils apprennent de mon frère, ils apprennent de ma belle-sœur, de mes parents. Ce qui fait que qu'ils voient comment moi je me comporte avec mes parents. Du coup, si je me comporte mal, bah mes enfants vont beaucoup plus apprendre. Ouais. Vont m'imiter. Ça veut dire qu'en fait, vu qu'ils me voient avec comment je fais avec mes parents. Ouais. En fait, si je me comporte mal, eux ils vont avoir le même comportement avec moi. Voilà, kama tudin tudan. C'est vrai, subhanallah. Comme tu fais, on te fera. C'est une bonne éducation, machallah, et ça te force aussi à garder ce cap d'être bienfaisant à les parents. Exactement. De toute façon, mon fils, mes fils, ils sont marqués, machallah, Allah shbarak, ils sont vraiment muhtarimin, machallah, respectueux, ils ont un bon adab et tout. Allah barak, machallah. Qu'Allah les préserve, les augmente. Amin. Allah accorde beaucoup de science. Machallah, donc là, cette interview, Mounib, autour de ton histoire entrepreneuriale. En fait, toi, t'as décidé, comme beaucoup, en fait, dans la communauté, de pas être employé. Je pense que, est-ce que tu peux nous dire la session entre le moment où t'as fini ta formation dans le domaine dans lequel tu es, comment t'es tombé dedans? Est-ce que t'as été autodidacte ou t'as fait vraiment, un cursus pour arriver à justement, un spécialiste dans la publicité, dans les ads? À l'époque où j'avais commencé, il n'y avait pas du cursus, c'était pas connu. Ouais, il y avait pas de diplôme, autre. Il y avait pas de diplôme et il y avait même pas de formation YouTube, tout ça, tout ce que vous trouvez aujourd'hui. Non. Et c'était vraiment un monde qui était extrêmement fermé. Là, on parle de quand il y a 12 ans, je crois, 13 ans. Ouais, c'est plus de 10 ans en tout cas. Ouais. Et en fait, moi c'était simple, c'était que moi je voulais être libre parce que quand je réfléchissais comme quand la retraite c'est à 65 ou 70 ans, je ne sais plus, je me suis dit que non, je peux pas travailler autant de temps. Ouais. Et donc, il faut que je trouve un raccourci. Ouais. Un raccourci, et en même temps, vu que je voulais faire la hijra, et je voulais pas faire un métier qui me bloquait à un endroit spécifique. Géographiquement. Non. Donc, c'est là où j'ai découvert un peu le digital. Le digital, c'était un peu flou. Qu'est-ce que c'était? Et vu que de base, je voulais être directeur marketing. Parce que moi, j'aimais bien jouer aux échecs, j'aime bien faire un peu de stratégie. Et c'est là où j'ai découvert en faisant des stages, en me renseignant, comme quoi il y avait, on peut faire de la publicité, on pouvait faire du marketing, mais dans le digital. Dans le digital, ouais. Dans le digital. Et au début, en fait, t'as deux éléments dans le digital, un truc où c'est du SEO, c'est du naturel, et un autre élément où en fait tu payes pour apparaître. Donc là, on parle de Google Ads. En fait, on parle de l'organique et de l'organique, exactement. Et quand j'ai découvert le payant, dans le payant, j'ai vu qu'on avait de la donnée sur tout le monde, de manière très très précise. C'est par exemple quand toi tu viens sur mon site internet, je peux voir combien de temps t'as passé sur mon site, quel téléphone tu utilises, quelle est la mise à jour que t'as, est-ce que t'as un iOS 15, est-ce que t'as utilisé ça? C'est de la data, t'as beaucoup de data. Ouais. Et ça, tu l'obtiens qu'en payant, que à travers les ads. Tu l'as vu d'une manière gratuite également, et en payant t'en as plus également. D'accord. Et quand j'ai vu toutes ces données-là, je me suis dit waouh, ça veut dire qu'en fait tu peux analyser les gens et tout. Ouais, c'est agile, Nam. Et c'était fou comme quoi tu t'arrivais à analyser le cerveau des humains. C'est-à-dire que si tu mets un bouton, au lieu de mettre en minuscule, tu mets en majuscule, la même ça chose. Change tout, ouais. Ça change tout. Le call to action, en fait, selon la couleur que tu mets. La couleur, tu analyses le cerveau des gens. Il y a de la psychologie dedans. C'est que de la psychologie. Et quand j'ai vu ça, au-delà de faire la hijra, c'est un truc qui m'a paru fou. Du coup, on n'est plus dans des concepts abstraits. On est vraiment dans la donnée où tu peux vraiment analyser les gens. Et ça, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas, qui anime, en fait. Tu vois que tu fais des actions, t'as des retours et t'as des données qui viennent te renseigner sur ta cible et tout ça, et ensuite t'arrives à adapter un service ou une offre. Exactement. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, le truc qui m'a vraiment fait kiffer au début, c'était le concept d'A/B test. C'est pas vraiment des ads, mais ça fait partie, en tout cas, du digital. Ouais. C'est que, à plusieurs personnes, je leur montre une version A, une version B. En changeant des mini-éléments, comme je t'ai dit. Une virgule, un mot, au le mettre gratuit, tu mets offert, etc. Tu vois vraiment des différences en termes de comportement. Juste pour un mot changer. Juste un mot, une couleur, une majuscule. C'est-à-dire que offert, au lieu de mettre le O en minuscule, tu le mets en majuscule. Tu vois des variations en termes de taux de clic, en termes de conversion. Agile. Et on le fait pas sur une personne. On fait que ce soit statistiquement viable. C'est-à-dire que un panel. Fiable. On le fait sur un panel, on le fait sur beaucoup de temps.
etc. Et en fait, quand j'ai découvert ce monde-là, je me suis dit c'est vraiment un monde où les gens ne savent pas qu'on les analyse. Ouais, Ajib. Et ouais, parce que moi j'ai toujours été surpris. En fait, ce qui m'avait le plus choqué dans ce domaine-là, c'est le retargeting. T'es là, tu te promènes sur un site, je sais pas moi, où tu vois une ad. Après, bon, t'oublies, tu pars sur autre part, et là, il y a une publicité qui te suit, qui te target exactement ce que toi tu veux. Ça, c'est un rime derrière ça, c'est. Et c'est quelque chose qu'il faut pas sous-estimer. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Est-ce au jour d'aujourd'hui, tu penses que chaque entreprise devrait utiliser ce levier, en fait, avoir un budget pour faire des ads? Des ads, de manière générale, oui. Mais maintenant, faut bien le faire. C'est ça le problème, parce qu'il y en a qui ont gaspillé beaucoup d'argent dans les ads. C'est ça, c'est que en fait, tu peux pas le faire si si financièrement t'es pas stable. Dans le sens qu'en fait, maintenant pour faire des ads, faut quand même avoir une assise financière. Ouais. Donc, je dis pas qu'il faut avoir des millions d'euros. Hein. Il faut pouvoir mettre, on va dire par mois, faut entre minimum commencer à 500 ou à 1000 euros par mois. Voilà, 500 et 1000 euros par mois. Pour commencer, après tout dépend du domaine. Mais si t'as pas la patience de patienter 3 mois pour commencer à avoir du résultat, accumuler de la donnée, parce que c'est un jeu de données, ça devient de plus en plus compliqué en fait. Parce qu'aujourd'hui uniquement les ads ça suffit plus en fait. C'est ça le concept qu'il faut que tu comprennes. D'accord. C'est qu'en fait les ads, que ce soit Google, Meta, TikTok ou peu importe les ads, c'est un accélérateur. Ouais. Soit ça va accélérer ta croissance, soit ça va accélérer ta décroissance. Ouais, subhanallah. Ça veut dire que si tu montres un produit à des gens qui sont pas satisfaits, bah ça va simplement accélérer ta chute quoi. En fait, ça veut dire ton échec va devenir viral. Viral, ça va accélérer, tu vois. Au lieu de le faire en 3 ans, tu vas le faire en 3 jours. Dans tous les cas, ça ramène voilà, ça te fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. C'est pour ça qu'on fait des ads, c'est pour accélérer. Et pour faire de l'ads, en fait, l'ads ne suffit pas. Ça veut dire que quand, je sais pas, imagine que t'as un resto à Paris, on va dire, tu vois. Ouais. Je fais une ads pour que ton resto vienne en premier. Dans Google. Ok, sur Google. Mais est-ce que toi tu vas cliquer sur est-ce que tu vas dans un restaurant où t'as des avis à moins de 3, un avis à 3,5. Les avis c'est à 3,5, il y a pas de photos, tout le monde met des mauvais commentaires. Est-ce que tu vas vraiment y aller? Laisse tomber, personne va aller. Donc si tu fais des ads sur ça, en fait, tu te mets une balle dans le pied, ouais. Exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait, t'as les ads et il faut que le produit soit bon également. Ouais, ça veut dire qu'il faut en fait avoir une bonne assise, une bonne proposition, que ce soit un produit ou un service qui soit vraiment conforme, adapté à une cible, et ensuite tu peux te lancer dans ça. C'est ça. Et avoir un petit budget dédié mensuellement, minimum 500 à 1000 euros. C'est pour ça que ça accélère. C'est exactement ça. Et comment t'as fait toi pour te promouvoir toi-même? Parce qu'en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que t'as bien commencé sans être connu? Bah en fait là, moi comment j'ai fait, c'était que moi je voulais ouvrir mon entreprise sans argent. De manière générale, tu vois. C'est comme ça que j'ai découvert. Ouais. Je me disais comment moi je peux faire vu que moi je passais mon salaire à mon père quand je commençais à travailler. Ouais. Et je voulais voir comment moi je pouvais faire de l'argent sans investir. Et c'est là où j'ai découvert le monde des services. Du coup, je me suis formé en ads, etc. Et sur Malte, bah du coup j'avais décroché mes premières missions sur Malte. Sur Malte. C'est un site. Okay. C'est un site dans lequel tu mets tes compétences. C'est un marketplace, ouais. C'est un marketplace pour les freelancers. Exactement. Et c'est là où j'ai, en fait, c'est là où j'ai commencé à faire mes premières missions. Et quand j'ai travaillé en agence, et quand j'ai quitté mes agences, vu que moi je gérais des portefeuilles entre 10 et 20 clients à chaque fois, parce que j'ai géré une centaine de clients. En fait, ces personnes-là reviennent me voir à chaque fois et me recommandent. Ça veut dire que j'ai jamais eu besoin de vraiment communiquer. D'accord. Toi, t'as fait du bouche à oreille depuis le début. Bouche à oreille. Mais au départ, je veux dire, t'étais pas connu. C'est que t'as fait un bon profil, on va dire, sur MAD et tout ça. T'as eu 2-3 clients. Et ces clients, ils étaient satisfaits. Ensuite, t'as fait du bouche à oreille. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai fait les deux choses en même temps. En fait, moi, j'avais travaillé en agence. Ah, t'avais déjà travaillé en agence. Moi, je travaillais en agence et moi, j'ai ouvert ma société je me suis lancé en freelance en parallèle. Depuis, ok, j'ai compris. J'ai fait les deux en même temps. D'accord. En fait, t'as fait ton side project pendant que t'étais en agence. Tu t'es dit, je vais mettre à mon compte. Exactement. Donc là, t'étais employé dans l'agence. J'étais employé et j'ai fait ça en parallèle. Mais donc, t'avais déjà des compétences. Mais comment t'as acquis ces compétences sans formation? Sur le tas. Sur le tas. En fait, moi, j'ai pris en fait, quand tu fais du Google ou du Facebook, t'as Google et Facebook qui donnent des ressources pour apprendre leur plateforme. Non. Ok. T'as le centre d'aide ou des choses comme ça. Et moi, j'ai tout appris par cœur.
J'ai tout appris par cœur, je lisais tout. Ah ouais. Et après, c'est sur le tas. Je me rappelle la formation Google sur le marketing, là, tu l'as faite? Exactement. Et tout ça, j'apprenais par cœur. Ah, d'accord. Et après, c'est quand t'es en agence, j'étais junior, j'ai accepté d'être sous-payé pour qu'on me forme également aux méthodes d'agence et pour que je vois beaucoup de business différents. D'accord. Et ce qui fait qu'en un an, j'étais très bien. J'étais autodidacte et j'étais formé également aux méthodes d'agence. Ouais, d'accord. Et j'ai continué ma route comme ça. Et en même temps, après, j'ai développé mes propres méthodologies en freelance. Et après, t'as lâché l'agence et... Exactement. Et tu t'es dit, là, je suis dans le groupe. En fait, j'ai fait mon chemin en agence. Et quand je sentis que j'étais stable à côté, ouais. Là, j'ai sauté le pas tout simplement. Et en tout cas, moi, j'avais pas ça en moi. J'avais pas le fait de faire un all-in, de tout lâcher. Ouais. Parce que derrière, j'avais mes parents, j'avais ma famille, etc. Donc moi, j'ai voulu faire ça d'une manière sécurisée. Ça t'a pris combien d'années tout ça pour en fait, ce changement entre le fait d'être employé jusqu'à l'entrepreneur? Ça m'a pris 3 ans. 3 ans. 3 ans en partant de 0 compétence. Ouais, du coup, j'avais toujours ce truc-là de syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que même si je gérais les plus gros budgets de rap, on parle de budget à 300 000 euros par mois. À travers l'agence ou à travers là où je bossais. En fait, j'étais sur le papier, j'étais junior. Mais en termes de compétences, on m'avait passé les plus gros budgets. On parle de budget de 300 000 à 400 000 euros par mois. Et que j'avais entre mes mains. Quand tu parles de ces budgets-là, ça veut dire que c'est des gens qui dédient 300 000 euros dans la publicité. Par mois, uniquement sur Google. Sur Google. Uniquement sur Google. Donc toi, tu faisais les stratégies avec eux, les campagnes avec eux, et ce budget-là, il fallait que... Ça veut dire que s'ils mettaient 300 000, ça veut dire qu'à minima, ils faisaient plus d'1 million d'euros par mois. Ouais, c'est-à-dire que voilà. Oui, c'était rentable, parce que je sais combien tu mets. Parce qu'en fait, sur les ads, c'est ça. C'est qu'en fait, pourquoi ils mettent autant? Parce qu'ils savent combien ils mettent et combien ils gagnent. Et ça veut dire qu'à l'époque, on avait des ROI même qui montaient jusqu'à x10. Ça veut dire quand ils mettaient 300 000, ils avaient minimum 3 millions. Entre 2 millions et 3 millions. C'est que tu n'as pas de problème à mettre de l'argent dans des ads tant que ça t'apporte. C'est aussi simple que ça. C'est ça pour moi. C'est un investissement. C'est ça la force des ads. C'est que des ads à la performance. C'est que quand tu mets 1000 euros, si ça t'apporte 5000, pourquoi tu vas mettre. Tu vas pas arrêter de mettre, comment tu continues à mettre. Tu vas mettre 5000 euros pour que ça t'apporte 15 000 par exemple. Exactement. Ouais. Tant que tu es rentable, tu continues à mettre. Et c'est quoi le plus gros budget que tu as géré en journée, dans une seule année, par jour? Par jour? Attends, par jour. 40 000 euros, 50 000 euros. Parce qu'en fait, par jour, c'est compliqué à te dire. Attends, je vais te dire ça. Parce que les plus gros budgets, c'est quand? C'est les trois premiers jours des salles. C'est là, je crois qu'en une journée, on avait mis... Attends. C'est soit ça, ou soit quand c'est le début du ramadan. Début du ramadan ou les 10 derniers jours. Ça fonctionne également sur les ONG, quand tu as des ONG musulmanes. Attends, laisse-moi te dire un truc. On était à peu près entre 40 et 60 000 euros, je crois, en une journée. En une journée, uniquement sur Google. Pendant plusieurs jours? Non, la première journée. Et après, durant 3 jours à peu près. Dégressif. En fait, tu peux ouvrir encore plus, mais souvent, les clients n'ont pas de budget illimité aussi, tu vois. Ouais, parce que le retour n'est pas direct. En fait, tu peux avoir le retour directement, mais il y a une limite de budget en fonction. En fait, ce qu'ils font, c'est que si l'année dernière, ils avaient mis 30 000, ça a bien fonctionné. Et l'année prochaine, ils vont mettre 40 000, 60 000. Du coup, ils vont pas baisser à des... Ouais, ils vont pas dépasser le budget parce que c'est organisé. C'est organisé, un budget marketing, un budget. Ok, machallah. Même si avec 1 million, on peut avoir du résultat, ils vont pas me laisser dépenser 1 million d'euros. C'est pas comme ça que les grosses boîtes fonctionnent. Ouais. Machallah, c'est intéressant. En tout cas, c'est ce métier-là qui t'a permis, qui a été la cause, en fait, toi, pour ta hijra. C'est ça. C'est quelque chose que je pense que tu as aussi préparé. Tu t'es dit... Qu'est-ce que tu t'es dit exactement en fait? Comment tu as fait la corrélation entre ce métier-là où tu étais assez mobile et ta future hijra? En fait, c'était simple, c'était qu'en fait, ça, c'est un métier dans lequel tu as besoin d'un ordinateur. Une connexion, et il est facilement, tu peux le faire partout dans le monde. Ça veut dire que ce que tu fais en France, tu peux le faire, parce que moi, je le fais pas uniquement en France, je le fais également aux États-Unis, je peux le faire en Afrique, je peux le faire au Pakistan, je peux le faire aux Émirats. Et la langue, c'est pas une barrière? Non, surtout maintenant avec ChatGPT, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de barrière du tout. Machallah. Parce que en fait, ce qui compte, c'est pas la langue, c'est simplement la technicité. Comment tu configures, comment tu analyses. Au final, c'est des chiffres. C'est des chiffres. C'est des chiffres. Ah, c'est les métriques. Exactement. Et en fait, si tu as les bonnes stratégies et les métriques,
Même en chinois, je peux te le faire aujourd'hui sans savoir lire le chinois. Ça veut dire que je vais dire au client simplement traduis-moi ça, faut que tu fasses de cette manière-là et c'est tout. Tu vois. Donc tu fais pas, dans les autres langues, tu vas pas forcément faire du, comment est-ce qu'on appelle ça, du copywriting. Mon acte GPT, je le fais. Tu peux le faire. Je le fais, Donc tu comprends l'esprit de l'entreprise, la culture de l'entreprise, au point de créer des annonces dans une langue différente et... C'est ça. Parce qu'en fait, tu as toujours la même structure dans les annonces. Ça veut dire que, je le guide dans tous les cas, ça veut dire que si tu fais une annonce, par exemple, la première, ça doit être celui qui est proche du mot-clé. En deuxième, tu mets le bénéfice. En troisième, tu mets un call to action. Et dans toutes les langues, c'est la même chose. Non. Et ça veut dire que si vraiment on a du mal sur une langue, au pire au client, tu lui dis parce que tu peux valider mes annonces. Ouais, voilà, parce que lui après, ça, ouais, ok. Si lui nativement il y a quelque chose de spécifique, bah il va te dire, mais c'est pas dans ce métier-là, c'est pas la langue la barrière. La donc barrière, c'est vraiment les chiffres, les calculs. C'est les calculs, les stratégies. Ok, donnons un exemple. Aujourd'hui, là, on est à Sharjah, du côté de University City, Moualeh. On a ce super studio, là, Studio Linen. Ok. Quelle stratégie on met en place pour apporter des gens dans cet endroit? Ok, parce que là, Linen Studio, c'est quelque chose qui est spécifique, dans le sens que c'est un business qui est local. Ça veut dire que si je fais de la publicité pour quelqu'un qui est en France, ça ne va jamais fonctionner. Exactement. Donc en fait, les ads à la performance, la première chose, c'est qu'on fait des ads pas pour avoir des followers, pour avoir des vues, etc. On fait des ads pour avoir des clients. Des leads. Okay, des leads des clients. Ouais. Des leads, même des clients. C'est même plus des leads, c'est vraiment avoir des clients. Des clients pour qu'ils viennent. Ouais. C'est ça, exactement. Donc la première chose à voir, c'est quelle est sa zone. Sa zone, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va uniquement à Moualeh? Sa zone de chalandise. C'est ça, exactement. Voilà. Est-ce qu'on vise que Sharjah? Est-ce qu'on va plus loin à Dubaï, etc. Mais je pense qu'il faut rester aux alentours. Au départ, il faut tout ce qui est proche, voir ceux qui sont à peu près 10 à 15 km. D'accord. Autour. Et on va regarder tous les produits, en tout cas, tous les services qui sont proposés. Parce que, par exemple, photographie professionnelle, studio de podcast, studio, tu vois, tous les mots-clés que les gens peuvent taper. C'est-à-dire quand on a besoin de quelque chose, tu vas où, généralement? Est-ce que tu vas sur Facebook? Non, tu vas sur Google. Ouais. Toi, tu cherches un truc. Et ça veut dire qu'après, je vais commencer à regarder sur Google quels sont les mots-clés qui sont, par rapport au service, quels sont les mots-clés tapés. Par rapport à ce type de métier ou ce type de... C'est ça. Qui recherche podcast, un studio de podcast, par exemple. Ouais. Une fois que c'est fait, du coup, je vais paramétrer la campagne en utilisant ces mots-clés-là. Celui qui recherche, par exemple, un studio de podcast et qui se trouve à 15 km maximum d'ici. À la ronde, ouais. Du coup, moi, je vais mettre un budget pour apparaître dessus. Je vais mettre une enchère. Parce que c'est des enchères sur Google, là. C'est pas celui... c'est pas uniquement payé. Tu payes au clic. C'est des enchères. Au clic, ouais, d'accord. Si tu as plusieurs studios, par exemple, toi, tu vas dire que... je parle en dirhams. Toi, tu es prêt à payer maximum 10 dirhams le clic. Il y en a un autre qui va dire que moi, je suis prêt à payer 12 dirhams le clic. Celui qui est prêt à payer le plus, qui va apparaître plus haut. D'accord. Et tu payes pas à l'affichage, tu payes vraiment à celui qui clique. Vraiment le clic, quoi. Le clic, pas au client, mais au clic. Ok. Ça veut dire que quand quelqu'un va sur Linen Studio, il faut que ta page soit de qualité aussi. Ouais, bien sûr, faut que. En fait, ça fait partie du funnel, donc en fait. C'est ça, exactement. Si ton funnel est dégueulasse, ça fonctionnera pas. Ouais, d'accord. Du coup, l'idée des ads, c'est d'apporter des gens qui sont intéressés. Et après, toi, ta landing page, ton site doit convertir. C'est l'exemple que je donne. T'imagines que tu as un magasin sur les Champs-Élysées. Ouais. Tu as beaucoup de gens qui passent. Mais si tu as un magasin qui est. La vitrine, elle est dégueulasse, etc. Et les produits à l'intérieur ne sont pas de qualité. Ah, c'est pas à la hauteur des Champs-Élysées, tu vois. Est-ce que c'est l'emplacement le problème ou c'est ton. Non, c'est le business le problème. Exactement. C'est pour ça que les ads te ramènent des bonnes personnes. Mais si ta landing page, du coup, ton magasin n'est pas entretenu, il n'y a personne qui va aller plus loin, même si tu as les meilleurs produits du monde. Ouais. Et si après, tu as un bon magasin, mais tes produits sont pas en cohérence avec le marché, c'est-à-dire que le marché propose des produits, je sais pas, à 300 € et toi, tu les vends à 3000 €, il n'y a personne qui va acheter. C'est décalé, au niveau du prix. D'accord. C'est vraiment un alignement d'un business d'une manière générale, tu vois. Inch'Allah. Afan, je t'ai fait faire un revenir comme ça. On était sur le sujet de comment, en fait, ensuite, comment tu as planifié cette hijra à travers ce métier que tu as construit en 3 ans. Est-ce qu'avant ça, tu avais déjà une vision déjà? Ouais, en fait, j'avais une vision. C'est qu'en 3 ans, je me suis lancé à mon compte. C'est pas en 3 ans que j'ai fait la hijra. Parce qu'après, je m'étais marié, j'ai eu des enfants, etc. Et en fait, je bosse beaucoup avec mon frère qui est développeur. D'accord.
Et en fait, ce qui se passait, c'était que quand moi je prenais un risque entrepreneurial, lui faisait la sécurité. Et quand moi je faisais la sécurité, c'est-à-dire que moi mon business était stable, lui prenait un risque entrepreneurial. Du coup, on s'est beaucoup entraidés. Plus on vivait dans la même maison. C'est ça qui m'a beaucoup aidé en fait. Machallah. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et in fine, en fait, j'avais toutes les cartes en moi. Il me manquait quelques éléments en fait, quelques éléments. Et c'était et au final, je voulais les Rijla 100% sûrs. Et en fait, les 100% sécurisés, en fait, ça n'existait pas. Ça n'existe pas, ouais. Sinon, tu vas jamais partir. C'est ça. Et du coup, j'avais 80% des cartes en main. Ça veut dire que j'avais déjà ma maison en France, j'avais déjà des clients qui tournaient bien, mon frère également, etc. Et tu avais ce 10-15% qu'on maîtrisait pas et qui nous empêchait de faire la hijra. Ouais, en fait, tu avais des choux-bois, tu dis ouais, on attend, il faut sécuriser, il faut être plus stable. Exactement, il faut avoir beaucoup plus, il faut avoir sécurisé minimum 3 ans de trucs, etc. Tu vois. Et le déclic, alors, c'est quoi qui a fait que... Le déclic. J'étais assis, comme ça. J'étais assis dans le salon, comme ça. D'un coup, je me suis levé, j'ai dit, faut qu'on parte. C'est tout. Au final, le fait de trop réfléchir, ça fonctionne pas. Ça t'empêche. Et en fait, moi, le truc qui m'avait choqué, c'était en tout cas que c'était que il y a une ayat verset dans le Coran qui dit « Oh les croyants, croyez ». Et en fait, c'est ça, je me dis, mais en fait, c'est ça en fait, tu vois. C'est que, en fait, il y a une différence entre le fait de savoir, le fait de conscientiser et le fait de passer à l'action. Subhanallah, ça. Parce qu'on sait que le risque vient du Seigneur, tout le monde le sait. Tout le monde sait. Mais le fait de vraiment l'avoir dans le cœur, c'est différent. En tout cas, c'est un step au-dessus. Et vraiment passer à l'action. Passer à l'action, c'est autre chose. C'est ça. Et c'est pour ça que je disais à mon frère, c'était que maintenant, en fait, on a fait les causes. On a fait les causes. Et vous êtes partis tous en même temps, en fait, du coup. Tous en même temps. De base, c'était que moi. Et après, on est parti à 10. Et c'est ça qui a fait. C'est qu'en fait, j'avais les cartes en main, mais j'avais cette peur-là. J'avais cette peur-là qui venait du shaitan, qui venait de mon nafs. Et ça s'est pas fait comme ça, en mode ouais, c'est bon, j'ai tout et je suis confiant de partir. Non. J'avais ces waswas en moi, même avec ma situation. J'avais ces waswas-là. Mais au final, c'est parti, machallah. Et comment tu t'intègres dans cette ville, cette nouvelle vie? Est-ce que ça perturbe ton travail ou est-ce que pour toi ça change rien au niveau du boulot? Bon, en fait, quand j'ai préparé cette hijra-là, j'ai eu que des épreuves. C'est normal. Je m'étais préparé à beaucoup d'épreuves, sauf toutes les épreuves auxquelles je m'étais préparé, je les ai pas eues. C'est toujours comme ça. Et toutes les autres épreuves, quand je suis arrivé ici, j'avais des gros clients qui m'apportaient 10 à 15 000 euros par mois. J'ai tout perdu en l'espace de 2-3 mois. Quasi tout perdu. Tout perdu, et même niveau santé, ça allait pas, etc., etc. Et après, je me suis dit, là, c'est marrant, là, c'est une épreuve, tu vois. C'est ça l'épreuve. L'épreuve de la hijra, je te dis, je le dis tout le temps, je le répète, tous ceux qui sont venus là, en général, ils ont tout perdu pour repartir. En fait, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il te teste, savoir ton sabre, est-ce que tu es vraiment sincère ou pas. Et parmi eux, moi, je vois les gens qui partent, tu vois, ils partent. Il y en a, ils partent, tu vois, tout le monde n'a pas la même patience, la même endurance. Il y en a, juste, ils ont une vision, oh, dans 1 an, je pourrais pas payer mon loyer, ils partent. Il y en a qui pensent, dans 1 an, je pourrais pas payer mon loyer, je pars. Mais qui t'a dit que en 1 an, Allah, il peut te razak. Mais leur vision, elle n'arrive pas à atteindre ça. Ça, c'est vraiment ce truc-là, c'est que moi, j'avais des contrats vraiment très stables, hein. Des contrats signés avec des grosses sociétés de 1 an, etc. Et quand je suis arrivé, coup du destin, Allah Azza wa Jal a fait que j'ai perdu ces contrats-là, alors que tout se passait bien, c'est satisfait, etc. Et après, je me suis dit quoi? Je me suis dit, en tout cas, c'est comme un jeu vidéo. Là, t'as des petites épreuves, là, c'est le boss final, tu vois. Et voilà. Si t'as mal passé, tu passes à un autre niveau. Exactement, c'est exactement ça. C'est comme le jeu vidéo. Et après, il y a Allah Azza wa Jal qui dit également, ça m'avait rassuré, en tout cas. C'est que Allah Azza wa Jal, quand tu abandonnes quelque chose pour le Seigneur, il te la remplace pas par la même chose, mais il te la remplace par quelque chose de meilleur. De meilleur, subhanallah, c'est vrai. Et je m'étais dit que c'est là. Parce que là, du coup, je dois patienter. Akid, si t'as cette conviction-là et que t'es ferme, et alhamdoulilah, c'est vraiment ça. Moi, je le vois, j'ai vécu ça. Et ça, alhamdoulilah, après, Allah m'a facilité. J'ai des contrats qui sont tombés comme ça. Après, subhanallah. D'un coup, et je suis beaucoup plus épanoui maintenant, et j'ai trouvé beaucoup plus de contrats avec lesquels je suis beaucoup plus aligné. Non, Mashallah. Donc, t'es arrivé quand même à une phase de ton business où tu veux comme scale. Exactement. Tu veux scaler dans le sens où en fait t'as besoin d'avoir plus de monde pour pouvoir justement assumer les contrats que t'as.
Et donc, tu as une proposition qui était pas mal. Et en fait, c'est l'une des raisons pourquoi je voulais t'interviewer. Parce que voilà, c'est quelque chose qui va être source de création d'emploi pour les Mouadjiroun aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept où en fait tu veux former des freelancers dans la même éthique que toi, la même façon de faire et tout ça pour pouvoir ensuite leur déléguer des contrats? Ok, donc en fait moi, par exemple là dans mon agence que j'ai créée, je commence à avoir de plus en plus beaucoup trop de clients et que je peux pas gérer moi tout seul. Bien sûr. Et du coup moi je délègue déjà avec des partenaires que j'ai, etc., que je connais depuis longtemps. Et en fait dans ce domaine-là, faut savoir que il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Comme dans le développement, il y a beaucoup de monde, mais des gens qui sont vraiment compétents et qui sont éthiques en plus. Bien sûr. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, non. Dans quasi tous les business, quand on monte, la problématique, ça devient plus avoir des clients, la problématique devient RH. C'est le recrutement, en fait. Ça, non. C'est vraiment dans tous les business, vous allez voir qu'au début, on pense que c'est les clients, le fait d'avoir des clients qui est compliqué, non. C'est les ressources humaines. Parce que quand tu as un bon produit, que tu fais un bon travail, les clients vont venir. Exactement. Et du coup, c'est la problématique, c'est cette problématique que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que je m'étais dit que pourquoi pas, vu que moi je formais déjà moi mes équipes, etc. Pourquoi pas former des gens dans le métier que je fais avec mes propres méthodologies d'agence que j'ai apprises là depuis 10 ans. Et derrière, les bons qui sont entre ceux qui passent mes tests, directement les recruter soit à leur compte, etc. Qui gèrent mes clients à moi. D'accord. Et par contre, la médiocrité ne se fait. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est très très sévère par rapport à la qualité. Ouais, voilà. C'est bien, c'est la rigueur, c'est. Parce que en fait, on doit élever le niveau. En fait, c'est quoi le musulman il doit dans l'ihsan? C'était un dars il y a quelques jours à la mosquée. En fait, le musulman il doit dans l'ihsan. L'ihsan, c'est le fait de faire, de bien faire dans tout ce que tu fais. Oui. Et c'est ça l'ihsan. Donc. Sur ça, je suis vraiment très sévère par rapport à ça. Ouais, inchallah. C'est ça, parce qu'en fait, on peut pas se contenter d'être de la médiocrité. Moyen ou. Non. En fait, faut aller dans l'excellence. Parce qu'il y a une des choses qui m'a fait tenir, pourquoi le Zodiel m'avait facilité c'était que quand j'étais étudiant, je m'étais dit que au début j'avais si on avait le choix entre moi et une personne à connotation européenne avec le même niveau de compétence, même si j'étais un peu plus au-dessus, ils allaient choisir l'autre personne forcément. Ouais, bien sûr. Ça c'est normal. C'est sûr. Et moi je m'étais dit qu'en fait soit je trouve des excuses, soit je trouve des moyens, et je m'étais dit il faut que je sois tellement bon qu'il n'ait pas le choix. C'est vrai. Qu'il n'ait pas le choix. Et c'est pour ça que je m'étais tellement donné à fond pour apprendre ces compétences-là. Et cette rigueur-là m'a ouvert des portes. Avec l'aide de la Zodiel, juste. Qu'Allah t'augmente. Amine. Et cette rigueur-là, en fait, je veux la transmettre à la communauté. Parce que dans la communauté, en fait, il y a beaucoup de potentiel, mais en fait, on manque ce côté professionnel, malheureusement. Ouais, des fois, il y a beaucoup de manque de rigueur, ouais. Faire attendre les réunions, envoyer le reporting, faire un bon suivi, etc. Tu vois, et pas être là en mode Ari, c'est pas grave, etc. J'ai eu ce problème-là, non, parce que quand je travaille quand je travaille dans le monde professionnel, tu suis un cadre. Les choses personnelles, tu les laisses de côté. Non, exactement. Et ça, malheureusement, faut apporter on est dans un monde où faut apporter du résultat. Et exactement. Mes clients, en tout cas les clients viennent me voir, pas parce que ils viennent me voir pas pour discuter avec moi, pour que leur apporte du résultat. Ils mettent tant d'argent, ils ont besoin d'avoir un retour sur investissement. Ils ont besoin d'avoir le cadre qui est là, les informations à temps, etc. Et c'est le cadre qu'il faut que les personnes que je recommande ou que je forme, il faut qu'ils aient les compétences, et il faut également qu'ils aient ce savoir-être également qui est très très important. Bien sûr. Et les gens que tu recherches dans ce domaine-là, est-ce que tu cherches des profils en particulier ou tout le monde? Ou il faut un minimum d'études, il faut... Non, en fait, c'est pas les études qui comptent. En fait, il faut quand même avoir une petite appétence dans les chiffres. Si tu sais pas faire des calculs basiques ou t'as vraiment au zéro. Ouais, c'est ça, ou si t'as pas de rigueur non plus. Ouais. Quelqu'un qui est pas rigoureux ou qui est vraiment pas chiffre. Tu gères, c'est vraiment la rigueur, c'est pas une rigueur uniquement chiffre, c'est une rigueur, même d'une manière générale, parce que tu gères des budgets. Tu gères les budgets des gens, c'est une amana, en fait. C'est une amana. Les gens te mettent dans tes mains, tout à l'heure, tu m'as dit 40 000 euros la journée, si tu te trompes de cible. Tu leur fais perdre de l'argent, ça. Mais, par exemple, tu vois, surtout quand tu as des gros budgets, ça c'est, moi j'avais fait une erreur. J'avais fait des modifications un vendredi et j'étais revenu lundi. Et vu que c'était des gros budgets, j'avais dépensé, je crois, 30 000 euros en plus de budget pour de mon client. Et ouais, subhanallah. En plus, ça veut dire que lui, ce client-là, il peut me dire de sortir de ma page 30 000 euros. Ah ouais, donc tu dois rembourser en tout. Il peut me demander. Il peut me demander. Mais il l'a pas fait parce que. Ouais, il comprend. Il comprend, mais quand tu gères des gros budgets,
si t'es pas rigoureux, tu regardes pas tous les jours ce qui se passe et tu laisses une semaine couler comme ça, en fait tu peux te plomber des business en fait. Ouais. Parce que en fait les ads souvent ça représente 30 à 40% de l'activité d'une boîte, même 40% souvent. En termes d'augmentation, tu parles. En termes de chiffre d'affaires généré. 30 à 40%. T'imagines une boîte, tu fais perdre 40% de ton activité. Subhanallah. Parce que t'as fait une ads mal. Ça boîte et tombe. T'imagines une boîte, 40% de son activité du jour au lendemain. C'est pour ça que tu cherches des gens rigoureux qui sont dans les calculs. Eh bien, en fait, c'est intéressant, j'aime bien parce que là, ce que tu veux créer, c'est comme un écosystème. C'est ça. Et également, s'il y a des entreprises, parce qu'il y a des gens qui sont en ligne, là, qui suivent cette vidéo, qui sont des entreprises, qu'est-ce que tu peux leur garantir aujourd'hui? Je parle pas garantir en termes de risque, parce que c'est Allah qui garantit, mais dans tes compétences, quelqu'un qui se lance dans les ads, après avoir fait ton étude de leur business et tout, qu'est-ce que tu peux apporter aux entreprises? Moi, c'est simple, c'est qu'en fait, après un audit, je peux garantir 10 à 30% de chiffre d'affaires en plus ou de rentabilité en plus. Ouais. Sinon, l'entreprise me paye pas, tout simplement. D'accord, donc machallah, donc ça c'est garanti. En fait là, c'est-à-dire que là c'est un appel, un call to action pour tous ceux qui regardent la vidéo, tous ceux qui ont des entreprises. Vous voyez qu'en fait, vous avez un bon produit ou un bon service, vous voulez passer au service supérieur, vous avez un budget à dédier par mois dans les ads. Eh bien, le frère Mounib, il travaille avec vous, avec des objectifs que vous allez vous fixer. Et si les objectifs ne sont pas atteints, vous le payez pas. C'est ça? Exactement. Et c'est beaucoup plus pour les entreprises qui ont déjà des ads qui tournent. Qui ont déjà de la publicité qui tourne. Ça veut dire que s'ils le font, passent par une agence, ils le font eux-mêmes, ils le font ou ils font via un freelance. Moi, je peux venir auditer. Et avec l'audit, avec la donnée, justement, je peux prévoir l'augmentation entre 10 à 30% et le garantir par contrat. Alors, et si on n'y paye pas. Mais voilà, à condition qu'il est déjà dans les données. C'est pas une nouvelle entreprise, quoi. Ouais, une nouvelle, c'est beaucoup plus dur de garantir un résultat. Ouais. Parce qu'on est dans un monde de données. Oui. S'il a déjà de la donnée, je peux garantir. Voilà, ouais, bien sûr. Inch'Allah, d'accord. C'est aussi simple que ça. Ok, très intéressant. Et ben, moi, on arrive à la fin de cette interview. Je vais dévoiler un truc très intéressant qui pourrait t'intéresser toi-même. Machallah. Pour tous les freelancers. Je pense que ça peut accompagner ton projet. Tous les freelancers qui veulent se lancer, qui veulent venir faire la hijra aux Émirats. Vous savez à quel point l'entreprise, créer une société coûte cher. Vous savez que minimum aujourd'hui une société c'est 4 000 € et qu'il faut payer 4 000 € par an. Minimum. Plus les frais de visa d'Iqama. Donc on est à minimum 5 000 € quand quelqu'un veut s'installer aux Émirats. Aujourd'hui vous avez une offre à Abu Dhabi. Inch'Allah, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Une offre à Abu Dhabi où en fait tu as une licence offerte. Elle est gratuite. Cette licence, elle est offerte, elle est gratuite pour les freelancers, c'est-à-dire ceux qui sont dans le métier, dans la publicité, dans le marketing, dans le design, développement. Il y a même des métiers pour les femmes en tant que styliste, tu sais ceux qui habillent les gens. Il y a plein de métiers dans le freelance, dans les médias, que ce soit journalisme, plein de métiers en fait. C'est lancé par Abu Dhabi, l'autorité d'Abu Dhabi. C'est gouvernemental. Et c'est gratuit pendant 2 ans. Tu n'as juste qu'à payer ton iqama, qui coûte après 1 000 €. Et la cerise sur le gâteau, c'est quoi? La cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, ils ont un vivier comme toi, ils ont fait un écosystème. Eux, ils ont des clients déjà. Ils ont des entreprises. En fait, quand tu signes avec eux, t'es prioritaire pour les services, en fait, que les entreprises demandent. Donc, s'il y a une entreprise dans leur pool d'entreprises ou pépinière d'entreprises qui travaillent avec eux, qui cherchent un spécialiste dans les Google Ads, si toi t'es inscrit chez eux, ben c'est ton nom qui sort. Et donc les entreprises vont passer par toi pour faire le Google Ads. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. De toute façon, c'est le réseau qui compte. Et une entreprise, moi, j'ai dû payer 10 000 € par an, moi. T'imagines? Voilà. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent se lancer avec toi, concrètement, ils peuvent avoir un statut. Moi, je peux les accompagner dessus, y a pas de problème. Ils peuvent avoir un statut avec un statut freelanceur avec l'autorité d'Abu Dhabi, un iqama officiellement. Et cet iqama, ils peuvent sponsoriser leur famille. Non seulement ils vont avoir des clients au sein de la pépinière d'entreprise, les entreprises qui sont au sein de cette autorité. Et en plus, avec toi, ils pourront avoir tes clients, toi. Donc, c'est vraiment, ils peuvent se lancer sur le marché, voilà. Et je me permets d'ajouter un truc, parce que là, ça peut être pas mal. Ça veut dire que si, par exemple, eux, ils ont des clients, par exemple, à Abu Dhabi, ouais, moi, je peux les aider à gérer leurs clients. Exactement. Comme ça, eux, ils ont garanti comme quoi ils vont bien gérer les clients, ouais, avoir des clients de manière stable, etc. Exactement. Ça peut être top. Donc là, franchement,
Allah يبارك ما شاء الله. Tu as quelque chose, et là, cette information, j'ai voulu la partager à travers une vidéo, mais je veux dire, elle est très appropriée par rapport à cette interview. Barakallahu fik Mounib pour ton temps. On a fait 40 minutes déjà d'interview. C'est vraiment passionnant. On a envie de savoir, tu vois, c'est vraiment, moi, je suis entrepreneur. Et voilà, le Google Ads et tout ça. Moi, j'ai toujours été un peu organique à ma chaîne YouTube. J'ai jamais mis une pub, rien. Je suis même pas abonné pour avoir pour toucher des sous quand il y a des clics et des trucs. J'ai pas trop fait ces choses-là, tu vois, mais en fait, c'est intéressant, machallah, de voir cette expertise. C'est en fait, l'organique, ça prend du temps. Bien sûr. Et les ads, c'est que tu payes, tu apparais en 24 heures. Ouais, c'est instantané, c'est un accélérateur. Ouais, c'est un accélérateur. C'est aussi simple que ça, mais tu dois payer. Ouais. D'avoir le budget. Inch'Allah, barakallah fik. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, des conseils par rapport à ceux qui prévoient justement de faire une hijra? En fait, pour la hijra, c'est 2 conseils. En fait, 3 conseils. La première chose, c'est côté financier. En fait, il faut que la finance, ça joue énormément. Finance, le fait de bien préparer son budget minimum durant 1 ou 2 ans. Ça, pour moi, c'est important. Et le troisième, c'est vraiment tawakkul. Tawakkul, parce que sans le tawakkul, tu vas rester là-bas. Tawakkul. Tu vas te la couler douce. Ouais, tawakkul, vraiment le tawakkul. Et même en termes de business, c'est que moi, avec les mêmes compétences, j'avais 0 €. Avec les mêmes compétences, j'avais des milliers d'euros. Et c'est pour ça que le risque vient du créateur. Ah, subhanallah. Et ça, vraiment, ça on le sait, mais vraiment, faut le conscientiser, conscientiser dans le comportement et dans l'action. C'est dans l'action, dans le cœur, vraiment, c'est vraiment, surtout quand vous êtes entrepreneur, c'est que le risque vient du Seigneur. Ça faut vraiment l'avoir dans le cœur et dans l'action. Jazakallah khair, barakallahu fik, qu'Allah t'augmente, qu'Allah t'augmente dans ce business, qu'Allah te stabilise en terre d'islam, qu'Allah te préserve toi, tes enfants, ta famille. Tes enfants, machallah, qui viennent au Marrakech, inchallah, dans très peu, ils auront des compétences que t'as pas parce qu'ils parlent mieux que toi en arabe. De toute façon, les parents, de toute façon, l'objectif des parents, c'est que les enfants soient mieux que moi. T'as un troisième qui va venir bientôt, inchallah. Inchallah, marhaban bikum. ما شاء الله بارك الله فيك. وفيك بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واستمد لطفه فيما قضى.